En ce moment même, nous voyons émerger devant nos yeux une nouvelle forme d'intelligence collective. L'intelligence collective pyramidale se montre aujourd'hui parfaitement incapable de faire face à la complexité du monde qu'elle a elle-même généré. La vie n'existerait pas sans la collaboration entre les êtres vivants qui la composent. Les virus, les bactéries, les cellules, les insectes, les poissons, les oiseaux, les mammifères dont tu fais partie. Le vivant repose sur la collaboration entre les êtres, intra-espèces et interespèces. Les cellules font corps et les individus font société, mais ça revient au même car pour faire corps ou pour faire société, il faut de l'intelligence. Intelligence collective, oui, mais stupidité collective aussi. Les humains se montrent les champions absolus, toutes catégories, pour les guerres, la pollution, la pauvreté, le ravage de la planète, les replis identitaires, et j'en passe. À tel point que tu as peut-être envie de me dire qu'on devrait plutôt parler de stupidité collective que d'intelligence collective. Effectivement, comprendre les limites de l'intelligence collective, ça nous permet de voir exactement ce qu'il nous faut dépasser. Alors justement, notre espèce, l'espèce humaine, se heurte-t-elle à un plafond de verre d'intelligence collective aujourd'hui, un plafond indépassable, celui de la stupidité collective des grands nombres? Eh bien, nous allons voir que la réponse dépend largement de quelle forme d'intelligence collective nous parlons, car oui, des intelligences collectives, il en existe plusieurs, et tout se joue peut-être là. D'où ma question. Dans quelle forme d'intelligence collective vis-tu? Cette question et les quelques éléments de réponse qui viendront avec vont te faire voir le monde différemment. Et peut-être vas-tu aussi changer ton regard sur toi-même. Tu habites un domicile probablement bâti par d'autres, peut-être même il y a très longtemps. Tu te déplaces grâce à d'ingénieux véhicules pensés et construits par les autres. Ton dernier repas, tu n'as eu ni besoin de le chasser ni de le cueillir, tu l'as eu grâce aux autres. Les vêtements que tu portes maintenant, qui te tiennent chaud, qui les a conçus et fabriqués? Les autres encore. Et cette super machine que tu as là, devant tes yeux maintenant, qui te permet d'écouter les choses géniales que je te dis, qui l'a conçue, qui l'a fabriquée, qui l'a transportée, qui va la réparer, qui va la recycler, peut-être? Les autres. Encore. Toujours. En fait, tu vis dans le monde des autres. Tu vis dans un bain d'intelligence collective. Bon alors, concrètement, ça veut dire quoi l'intelligence collective? Le terme d'intelligence collective met l'accent sur la collaboration des intelligences individuelles. Cela relève d'ailleurs d'un pléonasme, car il n'existe en fait pas d'intelligence isolée. Einstein a pu écrire les équations de la relativité grâce aux travaux des intelligences qui l'ont précédé, grâce à la société dans laquelle il a grandi, et parce qu'il baignait dans une intelligence collective capable de comprendre et de soutenir son œuvre. La maison dans laquelle je vis aujourd'hui repose sur des fondations qui datent de l'an 1500. Elle provient de milliers d'années de recherche et développement, d'essais et d'erreurs qui permettent de bâtir les maisons confortables d'aujourd'hui. Elle existe grâce à l'intelligence collective de nos ancêtres. On va donc simplement dire qu'il y a intelligence collective chaque fois qu'un groupe d'individus, nombreux ou pas, humains ou non humains, collaborent pour en tirer un avantage individuel et collectif. L'intelligence collective existe aussi dans ton corps, où en ce moment même, des dizaines de milliers de milliards de cellules, de bactéries et autres micro-organismes collaborent, là, maintenant, en ce moment où tu m'écoutes. Bouge ton bras et saisis un objet, et réfléchis à l'incroyable collaboration que ça a demandé à des milliards de micro-organismes pour y parvenir. Mais maintenant, nous allons quitter les micro-organismes pour nous intéresser plus particulièrement aux sociétés d'individus. On se rend vite compte qu'elles opèrent sur des formes d'intelligence collective différentes. Et pour t'en rendre compte, je vais te demander de bien observer les images qui vont suivre. Alors, qu'as-tu vu? As-tu distingué différentes formes d'intelligence collective? Une, deux, trois, quatre, plus? Eh bien, il y en a quatre. L'intelligence collective en essaim, l'intelligence collective originelle, l'intelligence collective pyramidale
et l'intelligence collective holomidale. Je vais te dresser un portrait rapide de chacune de ces intelligences collectives. Je ne les détaillerai pas en profondeur ici, car je consacrerai des vidéos spécifiques pour chacune d'entre elles. Pour l'instant, on s'offre une vue d'ensemble. Elle va te donner les bases qui vont te permettre de comprendre avec beaucoup plus de profondeur les sujets politiques, économiques, sociaux, évolutionnaires qui animent nos sociétés aujourd'hui. Commençons par l'intelligence collective en essaim. Lorsqu'on l'évoque, on pense immédiatement aux insectes sociaux, abeilles, fourmis, termites, ainsi que certains coléoptères. Ils forment ce qu'on appelle des colonies ou des essaims, et on va garder ce terme d'essaim que je trouve plus neutre et plus descriptif de cette forme d'intelligence collective. Cette forme d'intelligence collective en essaim ne se limite pas aux seuls insectes sociaux. On la retrouve chez de nombreux poissons dans les océans, anchois, lieux, harengs, maquereaux, morues, thons, crevettes, également certaines méduses qui se regroupent en bancs entiers. Sur la terre ferme, l'intelligence collective en essaim, on la voit dans les grands troupeaux, buffles, zèbres, gnous ou manchots sur la banquise. Et dans l'air, tu as certainement pu t'émerveiller devant ces majestueuses nuées des tourneaux qui forment de magnifiques arabesques. Tu as peut-être déjà aussi assisté à la migration d'immenses nuages d'hirondelles ou de certains papillons. Alors qu'y a-t-il de commun à ces différentes sociétés marines, terrestres et aériennes? Eh bien, un très grand nombre d'individus qui n'ont pas de hiérarchie particulière et pourtant qui opèrent de concert. Note aussi que dans ces grandes sociétés, colonies d'insectes, grands troupeaux, bancs de poissons, nuées d'oiseaux, il y a très peu de différence entre les individus. Ils se ressemblent tous, ils semblent procéder d'un même mouvement d'ensemble. On dit qu'il y a peu d'individuation. Une fourmi ressemble à toutes les autres, une sardine, un étourneau et un gnou aussi. Et pour autant, malgré une autonomie individuelle qui peut sembler limitée ou très bornée par les contraintes du groupe, le collectif, lui, peut manifester une très grande intelligence. Dans le monde des insectes sociaux en particulier, on parle de super-organismes, dans le sens où on considère que l'individu se trouve certainement plus dans la fourmilière en tant que telle que dans la fourmi elle-même, plus dans la ruche que dans l'abeille. Alors j'ai une question pour toi. À ton avis, l'intelligence collective en essaim caractérise-t-elle notre espèce? Vivons-nous comme les termites ou comme les grands troupeaux de buffles? Eh bien évidemment non, nous fonctionnons autrement et je vais t'en parler dans un instant. Cependant, il existe des situations où ce mode d'intelligence collective en essaim s'invite dans notre espèce, lorsque l'humain se retrouve en foule, en très grand nombre. Lors de manifestations dans la rue par exemple, ou durant de grands événements sportifs qui attirent des milliers de personnes dans un stade, ou plus couramment dans les grandes transhumances humaines quotidiennes qui remplissent et vident les grandes villes. Et oui, le métro et les grands embouteillages du matin nous placent dans cette dynamique si particulière de l'intelligence collective en essaim. Ça prend l'allure d'une fourmilière géante où tout s'auto-organise. Essaye de planifier ça. Donc, dans notre espèce, l'intelligence collective en essaim n'opère, je le répète, que dans des circonstances particulières, mais elle ne la caractérise pas pour autant. Passons maintenant à la forme d'intelligence collective qui va nous concerner directement, nous, les humains, qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Alors pourquoi originelle? Justement parce que notre espèce a évolué à partir de cette forme-là d'intelligence collective, celle du petit groupe, du clan, composé de quelques individus, 5, 8, 15, 20, jusqu'à quelques dizaines, pas plus. Note aussi que dans cette configuration, on a des individus très individués. Ils jouent chacun un rôle spécifique dans la collectivité. Le ou la bassiste dans un groupe de jazz, l'avant-centre dans une équipe de sport, le commercial ou la commerciale grand compte dans une équipe de vente, le ou la ministre de l'Éducation nationale dans un conseil des ministres, etc. On se trouve pratiquement à l'inverse de l'intelligence collective en essaim qui, elle, je le rappelle, se caractérise par les grands collectifs composés d'individus peu individués, ou du moins qui font un peu tous la même chose. Alors, dans quelles espèces la trouve-t-on, cette intelligence collective originelle? Déjà chez de nombreux mammifères, les éléphants, les singes, les loups, les félins, les cétacés, chez certains poissons également, comme les poissons clowns, vous savez, ceux qui ont élu domicile là, chez les anémones de mer. Chez certains oiseaux aussi, comme les pigeons ou les moineaux, les canards, les oies, que vous avez certainement vu voler en V dans le ciel. Chez nous, les humains, l'intelligence collective originelle, on la trouve dans la famille, le village, le clan, l'équipe de sport, la start-up ou une petite entreprise, une salle de réunion,
un commando militaire, un groupe de jazz. Dans ces configurations, chacun partage les mêmes règles du jeu, chacun a son rôle, chacun improvise et s'adapte en fonction des autres et des conditions extérieures. Notons aussi que l'intelligence collective originelle sollicite tous nos sens. Nous comprenons ce qui s'y passe, nous savons nous y insérer organiquement, nous savons naturellement en décrypter les codes. Notre biologie, notre cerveau, notre psychisme ont une structure organisée pour fonctionner en intelligence collective originelle. Il s'agit de la forme d'intelligence collective dans laquelle nous nous sentons naturellement le mieux. D'ailleurs, si je te parle d'une petite entreprise, tu me répondras qu'il s'agit d'une entreprise à taille humaine, bien sûr. Mais, comme chaque forme d'intelligence collective, l'intelligence collective originelle a ses forces et ses faiblesses. Dans ses forces, notons son extraordinaire adaptabilité, sa plasticité, le fait qu'elle offre un équilibre optimal entre l'autonomie individuelle et les contraintes du groupe. Elle a cependant deux limites, le nombre et la distance. Je commence par le nombre. L'intelligence collective originelle, tu t'en doutes, ne fonctionne plus s'il y a trop de participants. Imagine-toi en train de jouer un match de foot avec 50 joueurs et joueuses sur le terrain, tu vas vite comprendre. Ensuite, il y a la distance. Il faut en effet que les membres du groupe restent en proximité sensorielle les uns avec les autres, donc dans un espace plutôt restreint, pour maintenir la cohésion des actions. Trop d'éloignement va dégrader la perception et le groupe va perdre de sa cohérence. Alors, continuons notre exploration. Nous entrons maintenant dans la troisième forme d'intelligence collective, l'intelligence collective pyramidale. L'intelligence collective pyramidale a réussi un tour de force évolutionnaire absolument incroyable. Elle sait coordonner un très grand nombre d'acteurs, de personnes, donc qui lui permet donc de réaliser des choses auparavant impossibles pour l'intelligence collective originelle. Elle a dépassé les limitations du nombre et de la distance qu'on avait dans cette intelligence collective originelle. L'intelligence collective pyramidale se traduit toujours par 4 caractéristiques que tu retrouveras toujours, peu importe les époques ou les civilisations. Un pouvoir centralisé, avec quelques personnes à leur tête pour prendre les grandes décisions, élus, autoproclamés, venus par la force, peu importe. Toujours quelques personnes à leur tête. Des chaînes de commandement dans lesquelles se répercutent les décisions prises par la tête, la division du travail pour que chacun puisse accomplir des tâches à l'échelle individuelle, et l'usage de monnaie pour organiser son économie, et plus précisément ce qu'on appelle des monnaies rares. Je détaillerai chacun de ces points dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui, les États, les administrations, les institutions, les moyennes et grandes entreprises, les armées, les religions fonctionnent toutes en intelligence collective pyramidale. L'intelligence collective pyramidale a donné naissance aux civilisations, aux arts, aux sciences, aux lettres, mais aussi aux grandes guerres et aux grands génocides, donc au meilleur comme au pire. Née avec l'écriture il y a plusieurs milliers d'années, cette forme d'intelligence collective prédomine toujours dans le monde d'aujourd'hui. Et tu l'as déjà bien compris, elle n'existe que chez les humains. Même si des hiérarchies existent chez de nombreuses sociétés animales, elles n'ont rien à voir avec les chaînes de commandement, la division du travail et les mécanismes socio-économiques qui organisent notre propre espèce. Mais si tu devais retenir une chose essentielle, l'intelligence collective pyramidale a réussi à mettre en mouvement cohérent des milliers, des millions et parfois des centaines de millions de personnes. Donc voilà sa grande force et son avantage évolutionnaire. Mais elle a aussi ses faiblesses. Peu d'agilité, l'aliénation de l'individu qui se voit enfermé dans des hiérarchies et des castes sociales souvent oppressantes et aliénantes, un ordre social patriarcal, une économie extractiviste, une ultra-concentration des pouvoirs qui démobilise beaucoup d'autres intelligences, un besoin d'homogénéité qui va à l'encontre de la diversité, et bien d'autres limitations encore que je détaillerai, là encore, dans une vidéo dédiée. Mais retenons la limitation la plus importante, la plus destructrice. L'intelligence collective pyramidale se montre aujourd'hui parfaitement incapable de faire face à la complexité du monde qu'elle a elle-même généré. Le réchauffement climatique, la pollution, 8 milliards d'êtres humains interconnectés, la mondialisation, le massacre des autres espèces, etc. Tout ça, elle ne peut pas y faire face. Comme à chaque fois, dans la dynamique de l'évolution, un système vivant apparaît, grandit, se complexifie et se heurte ensuite à sa propre complexité.
il entre dans une phase chaotique, une phase d'incertitude. Donc soit il s'effondre, soit un saut évolutionnaire a lieu et donne naissance à un système vivant plus complexe, mieux organisé et donc plus intelligent. L'intelligence collective pyramidale se heurte aujourd'hui à sa propre complexité, elle s'effondre sur elle-même, elle se confronte à ses propres limitations systémiques qu'elle a elle-même engendrées. Donc soit elle stagne et risque de s'effondrer, ce qui nous ramènerait dans un passé tribal composé de micro-sociétés, soit un saut évolutionnaire va se réaliser vers une forme d'intelligence collective plus avancée que l'intelligence collective pyramidale. Alors, s'agit-il d'un vœu pieux, d'un fantasme? Eh bien non, parce qu'il s'agit d'une évolution observable. En ce moment même, nous voyons émerger devant nos yeux une nouvelle forme d'intelligence collective. Bienvenue dans le monde de l'intelligence collective holomidale. Alors, pourquoi holomidale? Ça veut dire quoi et à quoi ressemble-t-elle? Holomidale, car elle a une structure holistique, holomidale, qui commence par la racine grecque holos, le tout. Donc, une structure holistique, hyper connectée, neuronale, comme dans un cerveau ou dans le mycélium qui s'étend sous nos pieds dans la forêt. On peut voir chaque personne comme un neurone connecté à d'autres neurones pour des tas de raisons différentes. La circulation des idées, des récits, des opinions, des croyances, des savoir-faire, des plaisirs, du sexe et des photos de chatons. Donc du plus utile au plus futile, et je me garderai bien de juger, tu te connectes aux autres et tu rejoins des nuages de sens dans lesquels tu vas pouvoir inscrire tes actions. Ça se passe essentiellement sur Internet, tu l'avais deviné, via les réseaux sociaux, dont le contenu provient de toi, de moi, de tout le monde, et dont les interconnexions se construisent de façon organique. Ça circule aussi via des blogs, des forums ou des sites institutionnels, il y en a des millions, aussi via des plateformes de services de type Airbnb, Blablacar, où les gens se rencontrent souvent physiquement. Également via des jeux comme Minecraft ou World of Warcraft, via des plateformes aussi de savoir telles que Wikipédia ou Khan Academy, via des applis de rencontres, via des plateformes collaboratives pour écrire du code tel que GitHub, etc., etc. Si on essaye de voir à quoi ressemblent les maillages relationnels entre les gens, comment les liens se font et se défont, on retrouve toujours quelque chose qui a la forme d'un réseau neuronal, comme un cerveau géant qui émerge de lui-même et par lui-même et qui s'auto-structure. Cette auto-organisation ne s'opère jamais toute seule. Elle suit à chaque fois des règles bien précises, certaines imposées par des algorithmes opaques, comme dans les réseaux sociaux, qui veulent te garder en ligne le plus longtemps possible en te rendant dépendant à ta propre dopamine. D'autres règles existent, plus ouvertes, plus transparentes, et bien sûr, à nous de les inventer. Retenons ici que l'intelligence collective holomidale peut recruter et mobiliser les gens, les compétences, les savoirs, les actions, comme jamais aucune autre intelligence collective n'a pu le faire par le passé, dans les grands nombres. On peut y trouver, bien sûr, des chaînes de commandement, mais la plupart du temps, éphémères, pour coordonner tel ou tel projet, comme dans l'intelligence collective pyramidale. On peut y trouver aussi des petits groupes, comme en intelligence collective originelle. On peut y trouver aussi des foules, comme en intelligence collective en essaim. Mais l'intelligence collective holomidale, par son polymorphisme, représente bien plus que cela. Elle va de plus en plus se doter d'outils d'intelligence sociale augmentée, d'outils d'auto-organisation, d'intelligence artificielle, de modes de gouvernance distribuée, de représentation numérique de soi, de monnaie libre. Tout ça, nous en parlerons aussi dans des vidéos dédiées. Car évidemment, ça ne va pas sans poser quelques questions importantes. Alors oui, je sais, ça peut sembler un peu naïf de dire qu'il existe une nouvelle forme d'intelligence collective avec plus de potentiel qui viendrait sauver un monde en perdition encore largement dominé par une intelligence collective pyramidale en pleine déroute. Mais n'oublions pas que l'intelligence collective holomidale n'existe que depuis quelques années. Même si sa gestation date de plusieurs siècles, il s'agit encore d'un tout petit bébé qui commence à peine à gesticuler les bras, mais qui a déjà chamboulé l'ordre du monde et démontre son potentiel. Donc ne t'y trompe pas, l'intelligence collective holomidale a la capacité de déployer une intelligence sociale comme on n'en a jamais connue. Tu m'entendras d'ailleurs parler de plus en plus d'intelligence sociale augmentée. Donc rendez-vous dans d'autres vidéos. Mais là, nous allons conclure. J'en reviens à ma question initiale. Dans quelle forme d'intelligence collective vis-tu? En essaim, originelle,
pyramidale, holomidale, probablement les 4 à la fois. Ça dépend bien sûr de ton style de vie. Si tu travailles dans une grande entreprise, quelque part dans une mégapole, il y a des chances pour que tu opères dans ces 4 formes d'intelligence collective à différents moments de la journée. Ça commence par l'intelligence collective en essaim, le matin, lorsque tu prends les transports ou que tu écoutes les choses incroyables que je te dis dans les embouteillages. S'ensuit l'intelligence collective pyramidale, lorsque tu entres dans la tour de cette grande entreprise pour laquelle tu travailles. Tu passes à l'intelligence collective originelle chaque fois que ton équipe et tes collègues vous vous retrouvez autour de la machine à café ou dans une salle de réunion. Et tu investis l'intelligence collective holomidale chaque fois que tu allumes ton portable et que tu te connectes à un réseau social. L'intelligence collective pyramidale a fait son temps. Elle arrive en bout de course. Elle démontre aujourd'hui ses limites et son inaptitude à gérer le niveau de complexité qu'elle a elle-même créé et qu'elle ne pourra pas résoudre elle-même. Donc, croire que l'intelligence collective pyramidale, celle des États, des grandes institutions comme l'ONU, des religions et des armées, va résoudre le problème, me paraît aussi naïf que terrifiant. On le voit dans l'inaptitude et l'incompétence des gouvernements actuels, dans la voracité sans limite des grandes entreprises, dans l'incapacité des États-nations à s'accorder de façon efficace sur des décisions de simple bon sens. Regarde les dernières COP qui accouchent d'une souris les unes après les autres. À ceci s'ajoute le fait que souvent, en tant qu'individu, tu te vois toi-même entraîné dans des comportements aberrants que tu désapprouves. Un job qui n'a pas de sens pour toi, une alimentation dont tu sais la souffrance qu'elle cause envers d'autres êtres sentients, ta consommation qui ajoute à la pollution générale que tu condamnes. Tu te sens, je me sens, nous nous sentons comme emportés dans un courant, un tourbillon collectif inéluctable. Et ça fait mal. Alors, comment s'extraire de cette matrice? Comment ne pas nourrir ce grand courant mortifère? Comment dépasser le plafond de verre de l'intelligence collective pyramidale? Eh bien, je te propose de t'abonner à cette chaîne, car nous allons aller au fond des choses. Mais pour l'heure, retiens que les maux actuels de l'humanité, les petits comme les grands, les tiens comme ceux des autres, se rapportent finalement autour d'une seule et même question. Existe-t-il une intelligence collective capable de ne plus les produire? Existe-t-il une intelligence collective qui va te permettre d'évoluer, de t'individuer, tout en t'inscrivant dans une cohérence collective? Une intelligence collective qui sorte de cet horrible entre-soi humain pour s'harmoniser avec les autres êtres non humains qui co-construisent cette planète avec nous. À toi, à moi, à nous de le décider et d'y œuvrer. Notre espèce a probablement engagé sa marche de l'Homo sapiens vers l'Holo sapiens. Tu as 3 moyens de m'aider à poursuivre mon travail et de le partager avec toi. Premièrement, en t'abonnant à ma chaîne et en la partageant autour de toi. Deuxièmement, en t'abonnant à ma newsletter qui te tiendra informé des prochaines publications, vidéos et conférences. Et troisièmement, par tes dons en argent conventionnel, voir le lien ci-dessous, ou sous d'autres formes que tu trouveras sur mon site noubel.com. Et je te dis à très vite.